Bon, eh ben on va commencer. Merci d'avoir été ponctuel. Donc, je vais vous faire un topo sur la neurologie du sport. L'idée, ça va être de revisiter une certaine neurophysiologie sous le prisme de la performance. Et ça tombe bien, puisque nous sommes dans un contexte plutôt sportif. On sort de l'Euro, on vient de débuter les Jeux Olympiques de Tokyo. Et donc, ça va permettre d'ouvrir ce champ. La neurologie du sport, c'est un champ qui existe, qui est décrit, mais qui est en fait dominé par les commotions cérébrales, l'aspect traumatique du sportif. Or, l'objet de cet exposé va être de vous convaincre que la neurologie du sport, ça peut être bien plus, puisque toutes ces performances qu'on remarque aux Jeux Olympiques sont des actes moteurs, en fait. Et ils sont produits par des cerveaux qui ont été entraînés à aller aux limites de l'humain pour accomplir l'impossible. Ouais. Alors, on va donc commencer. Et je vous propose en première partie de s'intéresser justement au mouvement et de ce qu'est la mémoire procédurale. Alors le mouvement, ça peut être vu en fait comme la production ultime du système nerveux. Nous avons des corps qui sont tout à fait complexes. Nous sommes terrestres, il faut compenser la gravité dans différentes positions. Nous devons adapter notre posture, nous avons une marche bipédique. Nous avons des membres, des doigts qui sont impliqués dans des fonctions de préhension qui sont exceptionnellement précises. Nous avons des expressions faciales et puis une phonation qui est elle aussi exceptionnelle. Et tout ça va être régulé par le mouvement. Et la mémoire procédurale s'oppose en fait à la mémoire déclarative, en ce qu'elle n'est pas déclarative, c'est-à-dire que votre savoir est inconscient, automatique, et il va concerner notamment les savoir-faire et les gestes. Et lorsqu'on s'intéresse à la qualité du mouvement, on va s'intéresser à 3 structures, mais on va débuter par la plus évidente, le cervelet. Le cervelet, c'est moins noble que le cerveau, et pourtant, il rassemble plus de la moitié des neurones du système nerveux central. Il a une énorme capacité computationnelle, puisque pour 40 axones entrants, il y en a un sortant. Fonctionnellement, ça s'appelle un intégrateur. C'est un composant qui va recevoir une multitude de signaux et qui va émettre à partir de là une réponse. Et en l'occurrence, il va s'agir d'automatiser les instructions corticales, de comparer les projets d'actes moteurs et les réafférences effectives au niveau du corps humain. Et ça va se faire par des systèmes de boucles. Donc vous avez l'instruction qui part du cortex moteur, qui va vers la moelle épinière, vers le second motoneurone. Il va aussi y avoir une branche de l'axone qui va envoyer une copie d'efférence dans des noyaux pontiques. Ça peut être le noyau rouge, ça peut être le noyau olivaire, il y en a plein d'autres. C'est compliqué. Et la moelle épinière va elle-même envoyer des réafférences qui tiennent d'une myriade de récepteurs, à savoir la vision, le vestibule, les fibres musculaires et aussi la peau. Tout cela constitue en fait des noyaux précérébelleux, puisque personne ne parle directement au cortex cérébelleux, de même que personne ne parle directement au cortex cérébral, il faut toujours passer par le secrétariat qui est le thalamus. Eh bien, le cervelet a son propre secrétariat, qui est cet ensemble de noyaux précérébelleux, et c'est de là que partent les fibres moussues. En l'occurrence, là, on s'intéresse à la boucle qui va gérer la motricité axiale. Donc, on va aller vers le vermis. Le vermis va faire cette opération d'intégration, renvoyer un signal au noyau fastigial, qui va lui envoyer la réponse vers le thalamus, qui adresse ensuite le retour au cortex moteur pour faire des corrections. Et un cycle de cette boucle, une itération, dure environ 20 millisecondes. Ça veut dire que vous avez une résolution temporelle de 50 Hz pour constamment monitorer, corriger votre mouvement et faire en sorte qu'il corresponde effectivement au projet d'acte moteur qu'avait envoyé le cortex moteur en premier lieu. On peut aussi faire le même schéma pour la motricité appendicuaire, c'est-à-dire les membres.
où là, ça va être un autre noyau, c'est le noyau interposé, puis l'intégration va se faire au niveau paravermial. Donc c'est paraaxial, un peu paramédian. Et de même, c'est une boucle fermée, c'est-à-dire que c'est une boucle de feedback, simplement, il n'y a pas d'autre entrée, et ça se fait à peu près à la même vitesse. Et on décrit ainsi que différentes boucles vont être allouées à différentes zones du corps, et on décrit du coup des homonculi cérébelleux. Alors, quel est le secret de cette intégration cérébelleuse ? Eh bien, la cellule clé est la cellule de Purkinje. C'est une cellule dont l'arborescence est d'une exceptionnelle complexité et qui a la particularité d'être spécifiquement orientée dans le plan sagittal. Imaginez une crête de coq, une crête d'iroquois. C'est dans ce sens que toutes les cellules de Purkinje du cervelet sont orientées. Et ça va être orthogonal aux cellules granulaires qui envoient ces fameux axes dentés qui, elles, sont frontales, coronales. Et ce qui fait que l'entrée, l'input, va croiser une multitude de cellules de Purkinje et par cette matrice de cellules de Purkinje va se faire une intégration qui va être renvoyée en sous-cortical au noyau cérébelleux profond. Alors, cette architecture, en fait, elle inspire une analogie. Dans les ordinateurs, on a maintenant deux types de processeurs. Il y a le processeur en soi propre, qui s'appelle la Central Processing Unit, et on a aussi des cartes graphiques. Et l'architecture, en fait, est différente, parce que on peut avoir un ou plusieurs cœurs, mais ça dépasse rarement 10, tandis que la carte graphique, elle est conçue pour avoir une myriade de cœurs. Mais ça va consister en des opérations simples. Et ça va faire écho en fait à cette matrice de cellules de Purkinje qu'on a le long du cortex cérébelleux. La carte graphique, en fait, elle doit gérer d'innombrables opérations, mais qui sont relativement simples. Il va s'agir de calculer pour chaque face des volumes, les luminances, les transparences, les reflets spéculaires. Et pour que ça puisse se faire en temps réel, il faut une architecture adaptée. Et c'est la carte graphique qui va faire ça. Elle va être spécialisée dans le traitement des instructions parallèles, tandis que le processeur, lui, est meilleur pour des opérations plus complexes et qui doivent être faites séquentiellement. Et bien de même que pour un ordinateur, le rendu, la production finale est une image, et que du coup cette carte graphique est le support du moteur de rendu, le rendu final du système nerveux, c'est le mouvement. Et le cervelet apparaît en fait comme le support de ce moteur de rendu. Mais je ne vous ai pas tout dit, puisqu'on n'a pas vu, en fait, on est resté assez axial pour le cervelet. Il y a tous les hémisphères qu'on n'a pas encore vus. Et bien, ces hémisphères vont être impliqués dans un autre type de boucle, qui est de description plus récente, qui est une boucle ouverte. C'est-à-dire que la boucle tourne en continu, mais ce n'est pas vraiment une réponse de feedback. On va injecter dans ce circuit des informations au fur et à mesure pour qu'elles puissent être intégrées. Et ces informations viennent en fait des aires associatives au niveau cérébral et motrice. Et ça va donner la dimension cognitive du cervelet parce qu'en plus de monitorer la production motrice du cerveau, le cervelet a une place privilégiée pour monitorer en fait les productions associatives du cerveau en lui-même. Donc, on peut avoir en fait des circuits qui partent des aires associatives, motrices, mais aussi préfrontales. Et ça, c'est relativement émergent dans les années 2010, ce champ de recherche du rôle cognitif du cervelet. Alors, en mars, quand je traitais de la vision, je vous avais introduit la notion d'inférence perceptive. C'est-à-dire qu'on part de stimuli de représentation assez simples, linéaires, des formes 2D, des formes 3D. Ça va suivre différents axes et ça va donner lieu à des traitements perceptifs soit ascendants. On part justement du signal qui est relativement basique et puis on remonte vers une représentation de l'objet en soi qui est plus complexe. Et un traitement qui est descendant, c'est-à-dire qu'on va partir de la mémoire justement des différentes représentations, des différentes régularités que le cerveau a expérimentées dans son environnement. Et il va ainsi combler les trous
lorsque le signal est dégradé, mais ça va aussi avoir la fonction d'accélérer le traitement, puisqu'il va y avoir besoin de moins de données pour reconnaître les choses. Et bien de même, le cervelet va avoir, en fait, par ce rôle de correction, il héberge une certaine mémoire non déclarative des gestes moteurs, mais aussi du coup de toute cette dimension cognitive. Et puis j'avais terminé en mars en faisant justement une ouverture vers l'autisme, où justement ce contrôle descendant serait défaillant, faute de connaissances a priori. Et bien devinez quelle est l'une des structures les plus impliquées dans l'autisme? Le cervelet. Alors, pourquoi envoyer des choses au cervelet? Finalement, ça donne l'impression d'une certaine redondance. Eh bien, on peut y voir une suite d'analogies qui est pourquoi est-ce que l'ensemble des programmes, des traitements du cerveau devraient être gérés par le processeur, justement. Et si on déléguait certaines lignes de code qui demandent une computation beaucoup plus intensive, mais simple et parallèle, et si on la déléguait, l'allouait à la carte graphique. Donc on a, en fait, dans des programmes, des logiciels de pointe, cette conception d'accélération GPU. C'est-à-dire qu'il y a une partie du code de l'application qui, lorsqu'elle est exécutée, va l'être par la carte graphique pour accélérer, permettre justement des rendus en temps réel. De même, peut-être que le système nerveux central fait pareil, en allouant certaines instructions qui demandent beaucoup de calculs, mais simples, au cervelet. Alors, ça c'est pour le mouvement. Dans le sport, il y a aussi un aspect exécutif, de décision. Et on va devoir aller vers une notion plus abstraite, qui est celle de l'action. Et ça va être géré par les noyaux gris centraux. Donc, on a différentes couches de noyaux, le putamen, le globus pallidus, qui vont faire un certain travail pour l'envoyer au thalamus. Tout le cerveau antérieur, à partir du sillon central, est en fait organisé sous forme de boucles corticonucléaires. C'est-à-dire que le cortex ne travaille pas de façon isolée, il envoie constamment différentes boucles vers les noyaux gris centraux. Et ça va se faire de la manière suivante. On a un certain répertoire qui est hébergé au niveau cortical, qui va passer vers le striatum, qui comprend le putamen notamment. Ce striatum est en fait l'entrée dans un système, un espèce d'entonnoir d'informations, qui va aller vers le pallidum, et qui fait ensuite un rendu au thalamus, qui s'occupe ensuite d'un adressage à nouveau vers le cortex. Et bien, cet entonnoir est en fait à nouveau une structure d'intégrateur. On reconnaît ce schéma-là. Et cette intégration, par des boucles parallèles, elle a notamment été décrite par Alexander, c'est-à-dire qu'on va avoir énormément de boucles qui vont converger et qui vont justement s'échanger des informations. Et lui a défendu en fait une conception parallèle du traitement des informations du cerveau antérieur plutôt que séquentielle le long en fait des actions dans le temps. Et chaque boucle va être facilitée par une voie directe ou inhibée par une voie indirecte. Et cette conception modulaire des boucles corticonucléaires peut être poussée à l'extrême en se disant qu'en fait, il va y avoir une boucle pour la motricité de tel membre, une boucle pour la motricité de tel autre groupe musculaire. Pourquoi est-ce qu'on cherche à avoir ce traitement parallèle plutôt que séquentiel? Eh bien, je vais vous proposer une autre analogie, qui est celle du piano. Le piano, donc, c'est un instrument de musique qui va reposer sur différentes cordes, et la tension qu'il y a sur chacune de ces cordes va produire la hauteur du son. Et bien de même, en fait, le pallidum, il a un rythme de décharge qui est spontané, qui est inhibiteur, et en fait, les voies directes, indirectes vont simplement jouer sur la fréquence de décharge. Imaginez du coup un piano qui soit mal accordé, où les tensions sur les différents câbles ne sont pas les bonnes. Et bien ça va donner lieu à des anomalies de schéma moteur d'ordre dystonique. Alors, on retrouve du coup un répertoire qui est au niveau cortical et un traitement qui va partir dans les noyaux gris pour une intégration qui, elle, est au niveau sous-cortical, comme le cervelet. Quand on joue sur une note
on va avoir un mouvement assez élémentaire, c'est ce côté élémentaire-là. Mais l'analogie du piano nous permet aussi de décrire l'accord, c'est-à-dire lorsque plusieurs boucles sont recrutées en même temps. Ça, ce phénomène d'accord va produire une certaine profondeur dans le son, un certain timbre qui va connoter, donner une couleur émotionnelle à la note. Et comme ce répertoire cortical permet de découper en actions élémentaires, ce qu'on appelle le chunking, ça va nous permettre de recombiner les choses pour faire des mouvements plus complexes. Alors, ce que le piano fait en une dimension, le cerveau le fait en deux dimensions, le long de la surface corticale. Et c'est ça qui va sous-tendre en fait cette notion de schéma moteur. Finalement, le pallidum, il va être exposé en fait à plein d'actions candidates. Et c'est lui qui va avoir un traitement pour choisir ces différents programmes moteurs. Il y a une sélection d'actions qui va se faire après avoir pesé ces différentes actions candidates. Et pour choisir la bonne action, il va se reposer sur un apprentissage dit instrumental. Tout ça va contribuer à un mouvement qui est efficient, fluide et orienté. Alors au final, je vous ai parlé de cervelet, je vous ai parlé de noyaux gris centraux. Tout cela leur connexion donne lieu à un circuit cérébello-thalamo-cortical. Je vais simplifier. Donc nous retrouvons nos deux intégrateurs. Le cerveau, il expérimente des stimuli de l'environnement qui sont traités par la voie du where ou du what. Il va envoyer des commandes avec des réafférences vers le cervelet. Le cervelet reçoit lui-même du coup des traitements, des informations sur ce qui est, on va dire, perçu. Et il va faire ce rendu au thalamus. Et de même, le circuit des noyaux gris centraux a une sortie vers le cervelet via le noyau sous-thalamique. Et ça va donner lieu justement à cette notion de circuit. Et selon en fait l'effet net ou de ces différents composants, on peut imaginer en fait que chaque intégrateur inhibe l'autre. Et si vous ajoutez en fait une constante de temps sur ce schéma-là, vous obtenez un oscillateur. Et là, on rentre en fait dans la théorie de réseau pour décrire les tremblements. Parce que on pense que le tremblement, il y a des hypothèses selon lesquelles le tremblement est la transmission d'un signal d'un oscillateur au niveau cellulaire, c'est-à-dire qu'il y a des cellules, des neurones qui oscillent dans le thalamus, dans le noyau rouge, dans l'olive inférieure. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on n'a pas réussi à mettre en évidence, à identifier une structure qui soit équivoque pour tous les tremblements. D'où l'idée, en fait, que le tremblement soit à un niveau supérieur, la mise en oscillation, l'entrée en oscillation du réseau dans son ensemble. Et donc, ça va tendre notamment au tremblement essentiel. Et dans le sport, trembler, il y a de quoi. Vous entendez la foule ? Elle vous regarde. Vous vous êtes engagé à leur livrer une performance. Pour la joie de vaincre, de gagner. On aborde la motivation. Alors, je ne vous ai pas tout dit sur le striatum. Le striatum a en fait une conception modulaire. On connaît le putamen, c'est le mieux connu, celui qui est impliqué notamment dans les boucles motrices. Mais il y a aussi le noyau caudé et en ventral le noyau accumbens. Et ça va donner lieu à la notion de boucle motrice, de boucle associative, cognitive, et aussi de boucle limbique. Et quand on regarde les rapports anatomiques de ces structures, on remarque effectivement que le putamen est en relation avec le cortex moteur et prémoteur. Le noyau caudé, lui, va être plutôt en relation avec des aires associatives, exécutives, et le noyau accumbens avec des structures limbiques.
Ça veut dire qu'ils vont être les entrées d'intégration de différentes représentations motrices, limbiques, associatives. Et leur rôle va donc en découler un rôle d'implémentation de l'action en soi, un rôle de planification et un rôle d'identification d'objectifs. L'été dernier, je vous avais parlé de l'émotion et j'avais notamment évoqué le proche rapport anatomique justement entre le noyau codé et l'hippocampe. Et ça, comme le noyau codé est assez peu décrit finalement, on ne sait pas très bien ce en quoi ça fonctionne. La description de son caractère associatif est essentiellement au niveau de la tête. Et du coup, on va retrouver cette implication de la tête du noyau codé dans les boucles associatives exécutives. C'est-à-dire que c'est cette structure-là qui va être impliquée dans le choix de l'action en soi. Au final, cette conception modulaire du striatum va sous-tendre un comportement instrumental qui va être adaptatif au contexte, selon deux types de réponses. Une réponse qui est automatisée par le stimulus, c'est un peu le réflexe pavlovien en fait, qui est l'habitude, et ce comportement automatique va être essentiellement sous-traité par le putamen, tandis que le noyau codé va intégrer des représentations plus abstraites du couple, du lien entre l'action et sa conséquence. Et c'est ça qui va permettre, à partir des connotations que lui renvoie le circuit, les boucles limbiques, d'avoir une action qui est dirigée vers un objectif. Un comportement qui n'est pas basé sur l'habitude, le réflexe, l'automatisme, mais sur la connaissance, la représentation de la valeur de l'objectif. Donc le putamen va être MacGyver, en somme, le noyau codé, c'est le stratège, et le noyau accumbens, c'est la boussole. Donc on arrive à faire des gestes, on arrive à faire des actions, on arrive à être motivé, et la performance dans tout cela, la vitesse. Alors, quand le cœur, le système cardiovasculaire est sollicité pour l'effort, il accélère. Quand le système respiratoire est sollicité pour l'effort, il accélère en fréquence respiratoire. Qu'est-ce qui se passe au niveau du cerveau? Alors je vais l'illustrer par une branche émergente du sport qui est le sport électronique. C'est-à-dire que c'est des compétitions de jeux vidéo et où justement cette performance de vitesse est la plus manifeste. Donc voici à peu près la vitesse de jeu d'un professionnel. C'est beaucoup plus rapide que nos ordinateurs de soins. Et ce qui est bien, c'est que comme c'est informatique, tout est enregistré. Donc on arrive en fait à mesurer le taux d'action par minute. Donc voici un graphe qui montre en orange les données d'un joueur humain professionnel. Et c'est un match célèbre puisqu'il a opposé en fait une intelligence artificielle de Google. Donc c'est un peu l'équivalent de l'intelligence artificielle dans les échecs qui a été transposée à un jeu plus complexe. Et donc on voit qu'en moyenne, il tourne à presque 600 actions par minute, avec des pointes jusqu'à 2000. On va faire un petit calcul. Ça nous fait en fait une sélection, une exécution d'actions de l'ordre de 10 Hz. Pas mal. Avec des pointes jusqu'à 30 Hz. Comment est-ce que le système nerveux peut générer une telle vitesse de décision? Alors, je vous ai parlé d'intégrateur dans la première partie. Il y a un fait, c'est que pour intégrer plusieurs signaux, il faut qu'ils arrivent en même temps. Il faut synchroniser. Et c'est ça qui va donner lieu à cette notion de couplage oscillatoire. Le cerveau tourne, le fonctionnement électrique est marqué par des ondes cérébrales qui reflètent des activités oscillatoires de différentes structures. Et du coup, en termes d'accélération, il a été justement décrit que les rythmes cérébraux, la fréquence du rythme dominant, correspond à des états de vigilance. C'est-à-dire que pendant le sommeil profond, on est plutôt en rythme delta. Quand on est dans des sommeils légers, en méditation, on est dans du θ. Quand on est en relaxation, on est en rythme alpha. C'est ce qu'on enregistre classiquement sur des EEG de sieste. Mais lorsque on est encore plus sollicité, on va avoir un rythme bêta qui va être dominant et ça peut aller jusqu'à des activités dites gamma qui sont au-delà de 30 Hz. Sauf que
c'est pas aussi simple. Parce que qu'est-ce qui va conditionner la fréquence d'oscillation d'une structure? C'est la complexité du circuit. Est-ce qu'on peut aller plus vite que la myéline? Est-ce qu'on peut aller plus vite que la conduction électrique? Pas vraiment. Donc, voici une expérience, en fait, où des chercheurs, je vais vous la remettre, ont reconstruit les zones qui émettaient différentes oscillations après l'émission d'un son. Donc, ce qu'on voit, en fait, c'est une reconstruction du traitement d'un son. Et on voit que ça commence dans les aires associatives avec des oscillations de haute fréquence, et que ça va progressivement, à mesure que le son est traité, aller vers des structures plus profondes qui aussi à plus basse fréquence parce que les circuits sont plus complexes, plus longs. Et ça va donner lieu à l'idée que en fait, les différentes oscillations correspondent à différentes structures qui sont impliquées dans des niveaux de traitement qui sont de plus en plus complexes. On va aller de la transduction, de l'encodage, de l'information, qui elles sont assez rapides dans les aires primaires, à des notions de sélection, on est plus dans l'attention à ce moment-là, de perception. Et puis, une fois que ça c'est fait, que le signal est généré, on va avoir tout ce qui a trait à la cognition et à l'action. Sauf que voilà, j'ai dit que pour intégrer, il fallait synchroniser. Comment est-ce qu'on synchronise des oscillations, des signaux qui ont des fréquences différentes? Il y a un cas de figure où c'est possible, l'harmonique. C'est-à-dire que les différentes oscillations sont en fait des multiples d'une fréquence fondamentale. Et on peut retrouver des relations harmoniques en fait, entre les principaux rythmes cérébraux. Et donc on voit à peu près globalement du simple au double à chaque fois. Et ça, c'est ce qui va donner lieu au couplage harmonique de différents niveaux de traitement sur un réseau. Donc ces notions de neurodynamique vont faire en fait que pour aller d'un traitement de son à son traitement perceptif, il va falloir recruter, aligner différentes structures le long d'un réseau fonctionnel pour que l'information soit traitée de façon efficiente. Et ce qui est décrit, en fait, c'est que dans certaines maladies, comme des troubles de l'audition, il va y avoir un phénomène de découplage. C'est-à-dire que c'est des cerveaux qui n'arrivent pas à recruter une certaine étape du traitement de l'information le long de ce réseau fonctionnel. Donc finalement, si on revient à ces différents niveaux de vigilance, plutôt que de voir une accélération, on peut voir en fait un éveil de structures plutôt perceptives. Plus on est vigilant, plus on active des régions qui sont impliquées dans le traitement des informations entrantes, tandis que lorsqu'on va vers le sommeil, qu'on va de plus en plus profond, ces structures primaires ou associatives vont être inactivées pour ne conserver en fait que des circuits profonds d'ordre de la cognition ou de l'action. Tout ça va donner lieu à une forme d'irréductibilité dans le temps. Fixez le point bleu. Il va tourner. Fixez-le. Donc on va avoir une illusion d'optique, en principe. Peut-être observez-vous un scintillement du centre de la roue. Eh bien, la fréquence de scintillement du centre de cette roue correspond à votre rythme alpha. Voilà qui ouvre la notion en fait que l'attention est un temps d'échantillonnage qui se fait à une fréquence de 8 Hz environ. Et ça va refléter en fait la complexité du circuit qui alloue justement ce traitement. Et lorsqu'on a des situations où on doit monitorer plusieurs stimuli, on va être dans le cadre d'une attention distribuée. Donc ça, c'est une expérience en fait où il y avait un stimulus dans le champ visuel droit, un stimulus dans le champ visuel gauche. Et ce qu'ils ont enregistré, ce sont les réponses magnéto-encéphalographiques qui étaient sous forme de réponses gamma, en l'occurrence par rapport aux stimuli qu'ils avaient utilisés. Et ils ont remarqué en fait que cette réponse ne pouvait être en fait évoquée qu'à des fréquences de 4 Hz. Et que ça alternait cette ouverture, en fait, cette attention de l'aire corticale
de chaque aire était en fait déphasé, ça alternait. Un coup, l'attention est portée sur l'aire occipitale droite, un coup, l'attention est portée sur l'aire occipitale gauche. Comme si, en fait, cette fréquence alpha de 8 Hz pouvait être distribuée, allouée, en alternance à différentes stimulations qu'il faut monitorer. Donc ça va donner lieu en fait à cette notion d'irréductibilité du temps cérébral. On ne peut pas aller plus vite que la myéline ou que la conduction électrique le long de l'axone. Donc finalement, plutôt que d'accélérer, tout l'enjeu va être dans l'efficacité de traitement. Et puis finalement, je vais être bref sur cette partie-là, il faut qu'on aborde l'aspect énergétique. Comment est-ce qu'on alimente cette machine que je viens de vous décrire ? Et pour être très bref, on va plutôt être dans l'ouverture ici. On va aborder deux notions émergentes, qui est celle de l'homéostasie et de l'allostasie. C'est-à-dire qu'on apprend traditionnellement que différentes fonctions de régulation du corps, la température corporelle, la tension artérielle, sont en fait dictées par l'homéostasie, par des feedbacks négatifs qui vont toujours tendre à équilibrer une certaine grandeur autour d'une valeur d'équilibre. Et bien, l'allostasie, ça va être différent. Ça veut dire, ce concept-là entend en fait que le corps il traverse différents états physiologiques, différents états de demande, et que tout l'enjeu en fait de la régulation corporelle va être d'adapter le corps à la demande. Et ça va être fait par des changements anticipatifs, c'est-à-dire que le cerveau va traiter en fait les différentes afférences perceptives pour envoyer des programmes plutôt d'ordre régulateur par des méthodes de feedback positif avec des points d'équilibre qui du coup vont être variables. Et ça vient recentraliser le cerveau dans la commande de ces régulations avec un niveau central. Au final, lorsque l'organisme est soumis à un stress, il va devoir adapter différentes grandeurs de régulation pour entrer dans un état allostatique. Et une fois que le stress est résolu, on va revenir dans un état qui sera adapté à un état de récupération plutôt. Et puis on peut entrer du coup à partir de là dans des conditions pathologiques de stress chronique où en fait la résolution de cet état allostatique se fait mal et où il va y avoir une persévération de cet état-là. Et ça va permettre de voir en fait en outre du mouvement le métabolisme en soi comme production du système nerveux, avec une anticipation qui va être basée sur une mémoire non déclarative procédurale. Alors, la plus grosse structure impliquée là-dedans, c'est l'hypothalamus, mais je veux aussi mentionner différents contrôles neuromodulateurs ascendants, notamment avec la dopamine, dans laquelle on aborde beaucoup à l'unité des mouvements normaux, mais aussi la noradrénaline, la sérotonine, l'acétylcholine. Parce que si on arrive mal à moduler notre cerveau, on va risquer de rester coincé dans des états allostatiques. Et finalement, l'activité physique en soi, par, on va dire, un stress et une réponse qui est adaptée, va pouvoir aussi solliciter par la dépense énergétique des états allostatiques plutôt adaptés à la récupération. Parce qu'une fois qu'on a déchargé nos vésicules synaptiques, il faut refabriquer des neurotransmetteurs, il faut les recapter. Il va falloir aussi rééquilibrer les potentiels de membrane avec des pompes ATPase, NAK-ATPase. Et donc tout ça encourage aussi à des moments de récupération. Et par des moments de récupération, j'entends pas du sommeil à l'arrache entre deux admissions pendant une garde, mais un sommeil profond qui va permettre justement par les mécanismes de modulation de déconnecter certaines aires corticales pour qu'elles dépensent moins d'énergie et puis qu'elles se rechargent. Vous allez donc essayer d'aller dans un sommeil de plus en plus profond, déconnecter un maximum de zones pour mieux aborder les défis du lendemain.